le classement, c'est très difficile de classifier les systèmes de santé, hein. C'est vraiment complexe. Il y a plusieurs dimensions à regarder. Il y a quelques palmarès. Ils ne sont pas tous fiables, les palmarès des systèmes de santé, mais sûrement celui qui est le plus crédible, c'est celui du Commonwealth Fund et qui classe les systèmes de santé de 11 pays. Il les classe sur les critères d'accessibilité, de qualité, d'efficacité, d'égalité et de santé, c'est-à-dire les performances par rapport à c'est bien beau être bien traité puis pas attendre et tout ça, mais est-ce qu'on guérit? Ça, c'est l'autre question. Alors, c'est aussi pris en considération. Les plus performants de ces systèmes-là, c'est le Royaume-Uni, la Suisse et la Suède. Je dois dire que la Suisse, c'est un système de santé qui est extrêmement cher et qu'on ne serait certainement pas capable de se payer. Mais la Suède est presque aussi performant dans des dimensions économiques beaucoup plus acceptables. Nous, on est au 10e rang sur 11, alors on a encore des croûtes à manger. Et curieusement, quand on veut nous proposer des solutions pour améliorer le système de santé, on nous propose de copier les États-Unis qui sont le 11e sur 11. Alors, première chose, pourcentage du PIB comparé aux dépenses totales de santé, 30 pays. Alors, on voit que le Canada dépense assez considérablement en santé et que la Suède est légèrement en dessous de la moyenne des pays de l'OCDE qui sont évalués. Alors ça veut dire par personne qu'au Canada, on dépense 4 522 $ et beaucoup moins en Suède, 3 925 par personne. Si on regarde la part du PIB qui est consacrée aux dépenses de santé du secteur public, là, on voit qu'il n'y a pas tellement de différence entre le Canada et la Suède. Donc, avec l'argent qu'on met dans notre système de santé publique, on pourrait faire aussi bien que la Suède. La différence, ce qu'on met de plus au Canada, ça va dans le privé et ça ne va pas dans le système de santé publique. Alors, eux, ils réussissent à couvrir de façon universelle en couvrant aussi les soins dentaires, les médicaments et la réadaptation à l'intérieur du système public avec, j'y reviendrai, avec un ticket modérateur, mais qui est non seulement modérateur, mais très modéré. Alors, si on regarde la part des secteurs publics et privés dans le total des dépenses de santé, c'est là où on voit la grosse différence. Vous savez, on se fait toujours dire que notre système de santé est socialiste et qu'on est beaucoup trop public et qu'on a vraiment besoin d'introduire beaucoup de privés en santé. Alors, on s'aperçoit que nous, on a 30 de privés dans notre système de santé. Et c'est beaucoup, beaucoup plus que ce qu'il y a en Suède et beaucoup, beaucoup plus que ce qu'il y a dans la majorité des pays. Alors, on est beaucoup moins socialiste que ce qu'on nous raconte de notre performance. Le privé, il est fait de quoi en Suède et au Canada? Au Canada, le privé est fait beaucoup des dépenses qu'on sort de notre poche là, quand on va à la pharmacie ou directement, mais beaucoup, beaucoup d'assurances, des assurances qu'on se paye. Ça, c'est une partie importante. En Suède, c'est vraiment majoritairement le ticket modérateur qui est la principale dépense et il y a très peu d'assurances privées en santé. Ce n'est pas un endroit, la Suède, où le privé peut faire beaucoup d'affaires. Les assurances santé sont taxées à 25 %. Ils sont taxés à 25 % parce que l'État n'encourage pas le fait que les gens se munissent de ces assurances-là. Comme ils ont très peu d'assurances, c'est donc le système public qui doit fournir les services. Alors, le ticket modérateur, il est limité. C'est à peu près 11 $ pour une visite dans une clinique médicale publique et dans une clinique là, comme une clinique privée de quartier, comme notre médecin de famille, c'est entre 14 et 15 $ et c'est limité à 150 $ par année.
Le problème, moi, j'aime pas le ticket modérateur, là. Je trouve que c'est une mauvaise idée parce que ça pénalise surtout les personnes les plus pauvres et les personnes âgées. Or, ça donne que c'est les deux catégories de population qui sont les plus malades, donc c'est pas une très bonne idée de pénaliser ceux qui auraient besoin du système. Mais ces effets pervers-là sont compensés en Suède par le fait que les personnes à faible revenu sont remboursées par les communes ou des fois le conseil régional. Il y a pratiquement tout un système un peu complexe, là. Il y a peu de frais chez les personnes âgées. Les enfants sont exemptés, les femmes enceintes aussi. Il reste la question, comment ils réussissent à être aussi performants dans les meilleurs systèmes de santé au monde en mettant pas tellement d'argent et en le faisant au public surtout. Alors, une des réponses importantes, là, c'est ce qu'ils payent en médicaments. Alors, nous, au Canada, c'est 752 là, par habitant qu'on consacre aux médicaments. En Suède, c'est 474. Alors, et au Québec, on paye environ 1 000 par habitant. On paye beaucoup plus que la moyenne canadienne. Donc, si on pouvait récupérer cet argent-là, simplement de se comparer à la moyenne canadienne, on mettrait quand même pas mal d'argent dans nos poches ou à récupérer. Le ministère de la Santé bouffe à peu près 50 des dépenses de l'État, ce qui écrase les autres ministères. Et Stéphane Paquin, de la chaire de l'ENAP là, en politique comparée, disait que si on faisait à peu près la même chose que les Suédois, on pourrait réinjecter 9 milliards là, dans le système par année, ce qui est loin d'être négligeable. Une autre de leurs façons de faire, c'est ils ont plus de médecins que nous, plus d'infirmières que nous et moins de lits d'hôpitaux. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les médecins et les infirmières, ils travaillent en première ligne, ils travaillent à voir les patients avant que les choses se détériorent et qu'il y ait besoin d'être hospitalisés. Le système de santé suédois est beaucoup plus préventif et beaucoup plus précoce dans l'intervention. Alors, en Suède, le ministère de la Santé est petit comparé à ici. Il y a à peu près 200, 250 fonctionnaires qui travaillent là versus 2000 ici. Le ministère fait ce qu'un ministère devrait faire, définir les grandes politiques et sur quoi le système doit être évalué. C'est une agence qui est à l'extérieur du ministère qui alloue les budgets puis qui évalue. Et c'est beaucoup décentralisé. C'était auparavant décentralisé beaucoup dans les communes. Maintenant, c'est remonté à un niveau un peu plus élevé. C'est les conseils régionaux avec des députés, des parlementaires régionaux qui gèrent le système. C'est impossible que le ministre de Santé suédois soit interpellé en chambre parce que Mme Untel de Malmö n'a pas eu son bain dans un centre d'accueil. Alors qu'ici, c'est assez différent de ce côté-là. C'est très politisé, la santé. Il y a des décisions qui sont prises pour tout le système de santé qui sont basées sur le fait que le ministre peut être interpellé en chambre sur ce genre d'incident. Nous, au Québec, on a, et c'est vraiment pire depuis la loi 10, on a un ministère qui fait les politiques, qui fixe les critères, qui alloue les budgets, qui évalue, supervise la gestion, mais même maintenant, il gère directement les établissements en contrôlant là, les conseils des établissements qui viennent juste d'être nommés, puis en nommant directement les PDG. Alors, on a eu une évolution drastiquement à l'inverse de ce qui se fait en Suède. Les Suédois, ils l'ont facile dans le système de santé parce que les déterminants de la santé, ils sont beaucoup en amont du système. On n'arrive pas à la santé tous avec le même fardeau. Il y a des gens qui sont dans des quartiers plus favorisés, qui n'ont pas de problème d'argent, etc. Puis il y en a d'autres qui sont pauvres, qui vivent à côté des autoroutes, qui n'ont pas d'éducation, qui ont une littératie en santé très faible. Et c'est sûr que quand on est dans une société qui prend en charge ces déterminants-là en amont, on arrive avec des gens au système de santé qui sont potentiellement beaucoup moins malades. Quand on prend soin des gens en amont, on peut vraiment changer beaucoup dans la distribution de la santé et du bien-être. Je vous présente
pas en détail, mais le cadre conceptuel de la Commission des déterminants sociaux de la santé de l'OMS qui montre que l'enseignement, l'occupation, le revenu, etc., sont des choses qui sont extrêmement importantes dans la détermination de l'état de santé. La politique de santé publique de Suède est vraiment de créer les conditions dans la société pour faire en sorte que les gens puissent être en bonne santé, puis le faire aussi de façon égalitaire. Alors, on n'a pas une façon de voir le système de santé qui est seulement la gestion des soins de santé, comme actuellement, là, on se le fait dire, mais vraiment une vision beaucoup plus globale de ce qui amène les gens à être en santé ou non. D'autres choses aussi auxquelles on ne pense pas, ça, c'est les morts dans les accidents de la route chez les jeunes en bas de 18 ans. Eh bien, la Suède s'est attaquée au problème par des politiques de transport en commun, d'apaisement de la circulation, etc., ce qui fait que nous, on a le double de jeunes qui sont tués dans les accidents de la route chaque année. Par rapport aux Suédois, ils sont plus nombreux que nous. Pour conclure, on a commencé à étudier, c'est récent, les politiques sociales des pays scandinaves et on a réussi à montrer que les politiques telles qu'elles sont faites en Suède ont vraiment une incidence directe sur le taux de mortalité, les politiques sociales, et chez les personnes âgées et chez la pauvreté, pour la pauvreté infantile. Alors, les barrières pour la santé, bien, les Suédois ils ont trouvé le moyen de les faire tomber, d'avoir une société beaucoup plus égalitaire à ce niveau-là.